et bienvenue dans cette table ronde de la Q-Unit, la communauté dédiée à améliorer l'impact de la qualité dans les organisations. Notre thème un peu provocateur de faire de la qualité sans test montrait la volonté de casser ce stéréotype et presque mythe d'une réalité rimant uniquement avec les tests. Le partage des différentes perspectives et expériences nous ont permis d'identifier des points actionnables, certaines équipes ne faisant d'ailleurs pas de tests. Une bonne écoute, retrouvez l'ensemble des contenus sur le site de qunit.com, souscrivez pour ne pas manquer les prochains épisodes. Savoir qu'on peut dire aux équipes, voilà, là vous avez déjà consommé 50% de vos pannes. Exactement, du trimestre. Il vous reste pas grand-chose. Ce que je trouve intéressant là, dans vos échanges, Farah, Christophe et Olivier, c'est que dans les trois visions, quand même, ça ne peut fonctionner que s'il y a une adhésion du management et du top management. J'ai quand même ce sentiment-là. Pour pouvoir justement fonctionner soit sans QA, soit comme Farah l'a très bien démontré dans le podcast, directement avec l'adhésion du comité de direction et tout, il faut qu'il y ait une prise de conscience à haut niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, je ne sais pas, Iman va peut-être mieux dire un peu ce qui se passe outre-Atlantique, mais en France, j'ai quand même ce sentiment que ce fonctionnement déjà client-prestataire qui est quand même assez, qui rayonne beaucoup, me paraît peu compatible, parce que ce qu'on y voit, c'est que du pur business, bête et méchant. Mais quand je dis business, c'est business projet, hein, pas business métier, produit, business projet. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dans les contextes non agiles et prestations, mais j'ai cru comprendre par divers échanges que ça n'a pas beaucoup évolué en 5 ans. Et je pense que déjà, rien que par ce biais-là, par cet organisationnel-là, par ce contractuel très fort-là, la qualité, elle est biaisée. Donc le test devient une sorte finalement de mascarade pour combler les manques et essayer de mettre en visibilité ce que machin a mal fait dans son contrat. Mais dans les faits, le produit, on s'en tape, et parfois même les utilisateurs. C'est extrêmement vrai, tout à fait vrai, et à tel point que en fait sur le papier, moi j'avais le sponsor de la direction pour me diriger vers de l'assistance qualité plutôt que de l'assurance qualité. Et en fait, dans les faits, malgré le fait que c'était déjà acté, je suis arrivé à un point où on venait me voir en disant « il y a eu des incidents sur tel truc, où sont les tests auto ?» Il va y avoir les développeurs sont responsables des tests auto, c'est ce qu'on avait dit il y a 3 mois. Non, mais il faut qu'on avance là-dessus. Ouais, le discours et le réflexe, en fait, c'était un peu la contradiction, quoi. C'est ça, en fait. Moi, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord sur le fait que c'est pas simple d'avoir une direction qui est d'accord avec la définition qu'on voudrait avoir. Sur quoi je suis pas d'accord, c'est que je pense que nous avons un rôle, en tout cas quand on a une casquette de dirigeant, on a aussi le rôle et la responsabilité de porter le bon discours pour pouvoir actionner des changements auprès des directions. Si on va voir la direction et qu'on parle que test, qu'on parle que couverture, c'est totalement normal que la direction nous met dedans. Par contre, si on va à la direction et qu'on parle, par exemple, coût financier des incidents, par exemple, on peut parler également de coût de non-qualité d'un service externe. Voilà, en fait, ou par exemple, notre capacité à être innovant et de sortir X release par mois. En fait, pour moi, on change le paradigme du discours et on accède à un autre niveau parce que du coup, on parlera le même langage. Du moment où on leur parlera de couverture, de tests, d'automatisation, ils nous répondront par les mêmes mots. Et donc, en fait, il faut changer sa posture, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Après, du coup, si juste on revient un petit peu à la qualité en elle-même, moi, je pense que il faut aussi se poser la question sur le pourquoi initial de la qualité. Si on revenait sur les définitions de la qualité, moi, j'ai ouvert Larousse ce matin pour voir un petit peu, entre guillemets, d'un point de vue plus définition littéraire, que veut dire la qualité, et on voit que c'est l'ensemble des caractères, des propriétés qui font que quelque chose correspond bien ou mal à sa nature. Donc, à ce qu'on attend. Et donc, ce quelque chose, c'est ça qui nous intéresse, nous, les QA, en fait.
Ce quelque chose, ça peut être la qualité de la production, la qualité de la spécification, la qualité de la chaîne de développement. Ça peut être énormément de choses. Et du coup, je pense que c'est aussi à nous de changer un petit peu ce champ des possibles et de l'actionner dans ce sens-là, quoi. Comment tu fais concrètement, Farah, dans ces cas-là, dans des contextes très complexes? Je vais prendre un exemple sans citer la personne, mais le monde des télécoms. Je te garantis qu'un système d'information comme le monde des télécoms, tu n'iras pas voir, allez, on va le citer, Monsieur Richard, tu n'iras pas le voir en direct, tu vas rien lui convaincre de rien du tout. Hein. Et tu n'auras même pas l'occasion de voir le -10 de Monsieur Richard. Bien sûr. En fait, pour Monsieur Richard, en fait, c'est ce que je disais d'ailleurs dans le podcast avec Antoine. Je pense qu'en soi, il faut aussi choisir le terrain dans lequel on veut travailler. Il n'y a pas tous les terrains qui sont aptes au changement. Et malheureusement, s'il y a des entreprises aujourd'hui comme ça et qui ne sont pas aptes au changement, il faudra les fuir. Et les meilleurs iront ailleurs. Et c'est aussi comme ça. C'est la loi c'est la loi du monde, en fait. Si tous les meilleurs... Comment tu fais, Farah, quand la majorité en fait, des entreprises sont dans ce cas-là? Parce qu'en fait, là, Ça, là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord. Parce qu'aujourd'hui, les bons terrains, ça existe. Et moi, j'en ai connu chez MongoPay, chez Litchi, mais là où je pars aussi, je pense qu'il y aura un très bon terrain, même si j'y arrive pas encore, mais j'étais chez Dassault Systèmes avant et sincèrement, il y avait un très très bon terrain aussi pour la QA. Et je pense que ça existe, en fait. Faut pas être aussi ultra pessimiste. Après, il faut pas aussi chercher le changement radical du jour 1. Ce qu'il faut faire, c'est comment peut-on ramener un changement graduellement. Et ça, en fait, il ne faut pas arriver avec ses gros sabots au premier jour et dire aujourd'hui, on veut changer de posture. Là, je donne un exemple concret. Chez MongoPay, ce qu'on avait fait, par exemple, au départ, nous, on voulait absolument qu'on travaille sur la qualité de la spécification et non plus juste sur l'automatisation. On n'est pas arrivé à être dans le shift left sur ça dès le jour 1. Au départ, on a juste cherché à être notifié, puis après, on a cherché à être consulté, puis après, on a cherché à devenir decision maker là-dedans. Mais on n'a pas arrivé en un jour en disant coucou guys, on veut absolument que toutes les spécifications passent par nous. Parce que là, en fait, directement, vous allez avoir un blocage du type ça va devenir bottleneck pour nous, ça va prendre plus de temps, etc. Et donc, il faut aussi ramener le changement graduellement et ne pas chercher la perfection du premier jour, parce que c'est aussi comme ça qu'on change les choses, quoi. Après, moi, c'est comme ça. Là, tu parles justement de contextes très spécifiques, identifiés, dans lequel il y a peut-être un terrain de jeu favorable. Mais si on revient au point de départ d'Olivier, qui était de dire il faudrait changer et dire qu'il ne voulait plus parler de testing, comment dans l'écosystème, alors on va rester francophone, on ne va pas monter au niveau mondial, comment tu insuffles une dynamique du changement global pour que dans les appellations, il n'y ait plus de testing, dans tout ça. Je pense qu'avec des structures aussi grosses, et je pense qu'on peut prendre tout le 440, je pense qu'ils vont être tous sur la même forme, d'accord? Dans les faits, il n'y a rien de ce que tu dis là qui me semble possible sur les entreprises du 440, très honnêtement. Est-ce que je peux tenter une réponse? Vas-y, Arnaud. Et après, moi, je veux bien rebondir aussi. Il y a Iman qui voulait parler. J'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. Ça marche. Alors, très court. Je pense que depuis tout à l'heure, déjà, on est d'accord sur le fait que ne prendre la qualité que par le prisme du testing, c'est pas une bonne chose. On sait tous que c'est important, plusieurs types de tests à plusieurs moments, par plusieurs personnes, à plusieurs niveaux. Par contre, comment on peut faire évoluer les choses? Moi, en tout cas, du bout de ma lorgnette, ce que j'essaye de faire, alors, ça va pas. Alors, moi, j'ai la confiance de la direction, donc j'ai les coups des franches. Et ce que j'essaye de faire, c'est projet par projet, j'essaye de faire comprendre aux gens que si on n'identifie pas des exigences qualité, elles passeront à la trappe. Par contre, si tu peux les formaliser, si elles font partie des ateliers de spécification, si on est tous d'accord pour réduire les risques que le client il soit insatisfait parce qu'il n'y a pas de conformité sur le fonctionnel ou les performances sont pas bonnes ou la sécurité c'est un gruyère, si on rend visible ces exigences qualité-là, c'est beaucoup plus facile après d'y passer du temps en équipe et de s'y intéresser. Si elles ne sont pas formalisées, si personne n'en parle, effectivement, c'est le bordel.
Là, pour moi, ce que tu évoques, c'est directement dans une culture. Mais Iman, tu voulais parler? Oui, Mmh. bah, je vais rebondir sur ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure et qui va peut-être nous mettre tous d'accord. En fait, tu as dit quelque chose de très important, Arnaud. Oui, l'informatique a bien évolué et il a changé. Pendant très, 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 très longtemps, l'informatique était au service, était là pour les entreprises. Aujourd'hui, il se passe quelque chose dans le monde, c'est que les entreprises se digitalisent. Donc, leur produit, leur raison d'être devient informatisé. Donc, dans des environnements comme MangoPay et des choses comme ça, il me semble que c'est complètement online, c'est informatisé. Donc, ça va être plus facile pour eux d'avoir cette culture. Je dis plus facile, ça ne veut pas dire que c'est fait, hein, on Mmh. s'entend. Hein. Ils vont aller vers cette tendance qualité informatique. D'accord. Une grande différence des grandes entreprises et des grandes structures qui existent depuis très longtemps, où elles, leurs produits n'étaient pas digital et que l'informatique était là pour autre chose. Donc là, avec la Covid, c'est en train de changer, un petit peu chambouler tout ça, qui fait que les entreprises d'avant sont même en train de digitaliser leurs produits de vente. Donc il y a tout un état d'esprit qu'il faut changer et notre rôle dans ces entreprises-là, c'est de les accompagner et de faire en sorte que l'informatique qui est, comme, IT Crowd dans les au sous-sol, ben, remonte. Il n'est pas là pour le service, il est là avec l'entreprise. C'est ensemble qu'on va travailler et la difficulté, elle est effectivement ici parce que, donc je rebondis aussi sur ce qu'Olivier disait, oui, les QA vont, alors j'aime pas ça, mais c'est vrai que c'est la vérité. Les QA vont accuser les développeurs vont livrer, des choses qui sont pas très bien. Mais encore une fois, là, on est encore en train d'analyser et juger côté projet. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau projet, c'est tout le monde qui est concerné. C'est la haute direction, c'est l'entreprise. Donc si les CEO, les PDG, le top management ne comprend pas et toutes ces personnes-là ne comprennent pas que leur objectif, il est commun et il est unique, on va aller forcément dans tous les sens. Et chacun va tirer la couverture dans son sens. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire à chaque fois que j'interviens, c'est essayer de faire parler vraiment tout le monde, mais leur faire parler et leur faire regarder le même objectif, pas son objectif à chacun, parce que sinon chacun va aller dans tous les sens. C'est ce que je voulais dire. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Iman, et peut-être aussi pour donner des éléments de réponse pour Benjamin qui disait comment on fait pour les CAC 40, etc. Mmh. Ben, en fait, pour moi, je pense que dans la société, dans les entreprises, c'est exactement comme ce qu'on voit dans les équipes. C'est-à-dire, il faut, tout à l'heure, Olivier l'a bien dit, il faut actionner par l'exemple, aller vers les bons élèves, les accompagner et montrer par l'exemple que ça fonctionne. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait des petits changements peut-être au niveau des équipes, puis après au niveau des organisations, puis après au niveau des entreprises. Puis après, on a des entreprises qui font des exemples et que d'autres entreprises soient en capacité de pouvoir adopter ces exemples-là. Mais de toute manière, clairement, on ne peut pas arriver du jour au lendemain en se disant on va changer tout le CAC 40. Ça ne sera pas possible sur la notion de qualité, etc. Mais je pense que typiquement, si les experts qui ont une vraie vision aujourd'hui opèrent dans des entreprises sur un environnement qui est favorable et montrent l'exemple que la qualité logicielle et la qualité, l'assurance qualité, c'est largement plus important que juste le test, que ça va être du shift left, du shift right, etc. Et, moi, je suis convaincue qu'on est en capacité de le montrer, de changer les choses. Parce que les entreprises, après, en parleront. Et là-dessus, par exemple, moi, j'aime bien prendre l'exemple de Stripe, tout ce qu'ils ont fait sur la partie expérience. Stripe, à chaque fois que des personnes ont commencé à faire des API aujourd'hui, vont voir ce qu'a fait Stripe en termes d'expérience, vont voir la documentation de Stripe, etc. Et reproduisent le modèle.
parce qu'en fait, tout simplement, Stripe a énormément travaillé sur ce sujet-là et a fait parler d'elle. Peut-être que demain, on aura une entreprise qui travaillera tellement sur la qualité de service, qui la fera tellement rayonner, que ce sera une entreprise tenue par la qualité. Donc, tout ce qu'elle peut englober montrera l'exemple et sera fédéré. Mais en tout cas, il faut commencer quelque part. Mais c'est un peu ce qu'a fait Spotify quand il réfléchit, avec toutes les dérives aussi que ça a entraîné. Je fais exprès l'avocat du diable. Tu parles de quoi? Spotify, avec l'organisation Spotify, ou tu parles de quel... Bien sûr, oui, ils se sont structurés d'une manière justement à essayer de rapprocher pour le produit, donc en mode start-up et tout, ça a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, il y a quand même des divergences qui visiblement ont été créées. Alors, on a du mal à déceler le vrai du faux dans les différentes communications autour de ce sujet. Et justement, rien que le fait pour moi d'arriver à avoir une difficulté à discerner ce qui est le vrai du faux montre de toute façon un problème en soi. Donc du coup, est-ce que le modèle est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, quelle scalabilité il apporte? Alors après, les frameworks agiles, on peut en prendre d'autres. Christophe saura beaucoup mieux en parler que moi, puisque c'est un expert. Tu as sorti un livre, Christophe, je te rappelle. Donc, voilà, sur justement la scalabilité, l'agilité à l'échelle, mais quand il réfléchit, comment transformer des entreprises et tout, moi je reste pas pessimiste, mais je pense que le niveau, la maturité en fait pour transformer tout ça, je pense honnêtement, alors désolé pour Christophe, Arnaud, je pense qu'ils ne le verront pas, la conclusion, ils seront à la retraite avant, et je pense que moi-même je serai à la retraite avant. Mourrez au boulot. Non, mais je pense moi-même que je serai à la retraite avant de voir les bénéfices. Quand on voit en 20 ans, parce que l'agilité, je vous rappelle que ça ne date pas d'hier, hein. Ça a plus de 20 ans l'agilité, hein, quand on y réfléchit, et on commence à avoir simplement un début d'effervescence autour du sujet. Honnêtement, le métier de testing, on va en parler encore pendant 20 ans, et peut-être que dans 20 ans, 25 ans, il y aura peut-être effectivement quelque chose qui émergera, mais je pense que, personnellement, moi je pense que je ne le verrai pas. Non, mais ça, c'est parce que tu parles de gens excuse-moi, tu parles de gens qui laguent derrière. Moi, mon expérience, c'est que je faisais de l'XP en 97. Je suis désolé. Alors après, il y a des gens, effectivement, qui sont encore en cycle de cascade. Ça, c'est indéniable. Juste pour ça. Mais je pense que tu es pessimiste. Je pense que, comme je ne sais plus qui disait, ça dépend vraiment du contexte. Il y a des contextes où c'est assez facile de faire évoluer les choses parce que les gens, ils ont envie, ils ont cette culture, et il y a des endroits où c'est pas possible, on est d'accord. Justement, si on revient à l'objectif de faire en sorte que on bascule, aujourd'hui je pense qu'on est plutôt en majorité où c'est difficile de faire changer les choses. Si on veut basculer dans l'autre monde, c'est-à-dire que la majorité, au contraire, c'est extrêmement facile de changer, je pense que cette transformation-là, je pense qu'elle va se faire sur un temps long, et que arriver dans ce sentiment de dire pour des jeunes personnes, justement, il n'y a plus la notion de testing, il y a la notion de comment on construit un produit de qualité. Voilà, et c'est des personnes qui mettent leurs compétences au service de la construction, que ce soit des compétences de dev, des compétences de questionnement, d'accompagnement, peu importe leurs compétences. Je pense que ça se fera sur le temps long pour arriver dans cette logique de c'est bon, on a complètement basculé. Et donc, quand on dit pourquoi tester ne rime pas avec qualité, je pense que malheureusement, cette question-là va rester sans réponse, à mon avis, pendant encore un bon petit moment, tant que les organisations ne seront pas majoritairement dans un état d'esprit différent. Et c'est pas du pessimisme, je pense que c'est une forme de réalisme, au contraire. Tout à fait. Vous avez employé le mot qu'il faut, c'est le mot culture. Et moi, c'est ça que j'essaie de changer. Effectivement, c'est avoir une culture qualité. Et quand on parle de culture, eh ben, c'est long, en fait. C'est très long, il faut être patient. Et je suis à moitié d'accord avec toi, Farah. Effectivement, l'exemple, ça sert. Mais pas tout le temps. Des fois, c'est des murs qui servent aussi. Parce que c'est comme l'agilité aussi, Benjamin, comme tu l'as dit, oui, l'agilité existe, c'est des bons concepts, mais il y a certains qui essaient de copier, mais ils ne copient pas les bonnes choses. Donc, demain, si on a une super entreprise qui fait de la super qualité, est-ce qu'on va être garant? Est-ce qu'on va avoir la garantie que ces entreprises vont bien copier ce qu'il faut? Est-ce qu'ils vont bien comprendre les bonnes choses? Il faut copier la même chose, parce que chaque contexte est différent. Donc, peut-être qu'il y a aussi une part d'adaptation. Il faut s'adapter. Il faut l'adapter à son propre contexte. C'est pour ça que je parlais de
fixer son propre objectif. Chaque entreprise va avoir son objectif, son business. Exactement. Donc, si tout le monde voit la même chose, et moi, c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse ces derniers temps, mes lectures, c'est plutôt ça, c'est comment faire fixer tout le monde sur un même objectif. Vous connaissez la notion de double boucle d'apprentissage? Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!